Le patriotisme est la source du sacrifice, par cette seule raison qu'il ne compte sur aucune reconnaissance quand il fait son devoir. Merci de choisir Éduc Télévision, fidèles téléspectateurs. Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro de l'année 2025 de cette émission Aujourd'hui et demain. J'ai le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Monsieur Nicolas Ouemakoy. Il est honorable député provincial, élu de la commune de Ngaliema. Il est président de la commission politique, administrative et juridique, PAJ en sigle. Il est juriste de formation et criminologue et cadre du parti Action commune pour la République, le parti cher à l'honorable Eliezer Tamboué, à qui nous faisons un grand coucou. Honorable Nicolas, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, et bonjour à tous les habitants de la ville de Kinshasa, en particulier mes électeurs de Ngaliema. Et bonjour à l'honorable Eliezer Tamboué, dont je suis le directeur de cabinet. Et bonjour à toutes les autorités de cette grande chaîne et qui nous a fait confiance de passer ici pour parler du patriotisme. Oui, nous allons, comme vous venez de le dire tout à l'heure, nous allons parler du patriotisme. Quand je vous ai parlé de cette thématique, qu'est-ce que vous êtes dit en premier lieu? Je vous remercie d'abord pour cette invitation. C'est un honneur pour moi de prendre parole à cet hémicycle, à ce plateau prestigieux pour parler du patriotisme et à ce moment où nous sommes attaqués par les régimes rwandais avec ces supplétifs M23 et AFC. Et ça valait la peine qu'on en parle à ce moment parce que nous sommes, comme je disais, au point nommé, au moment où nous devrions identifier qui sont réellement les patriotes, quels sont les actes ou les indicateurs qui peuvent nous conduire à dire que tel est patriote ou tel ne l'est pas. Vraiment, ça valait la peine. C'est vraiment une thématique très importante et très pertinente à ce moment où nous sommes agressés. Voilà, avant d'entrer dans le vif du sujet, honorable, je voulais vous appeler Maître Nicolas. Essayez de nous parler un peu de votre parcours en tant qu'avocat, criminologue et politique. Merci beaucoup. Je suis à la fois avocat, oui. Je suis père de famille, oui. Je suis député. Tout ça, ce sont mes qualités. Vous pouvez m'appeler maître, vous pouvez m'appeler Dirkab, vous pouvez m'appeler honorable, ça ne me dérange pas. Ce sont toujours des qualificatifs, mais qui se rapportent toujours à un individu. Personnellement, j'ai choisi le droit comme un domaine de prédilection, parce que je ne maîtrisais pas la mathématique. J'ai choisi de faire le droit, c'est une science des lettres, et ça m'a permis de me forger une petite identité. J'ai fait plus de 10 ans comme avocat. J'ai fini à l'université de Kinshasa. Et après avoir terminé mes études, en droit, je suis parti à la même université pour commencer un master en criminologie. Et c'est là où j'ai eu à découvrir l'honorable Eliezer Tamboué, qui est en réalité mon collègue d'études. Et c'est par là que nous sommes rencontrés. Et de par mes convictions, je ne croyais pas à la politique actuelle, la politique qui favorisait le mal par le bien, la politique de l'empoisonnement, la politique de la tromperie, la politique de la trahison. De la démagogie. Alors, à la cité, les communs de mortels pensent que faire la politique signifie s'introduire dans un truc où il faut mentir pour avoir l'argent. C'est un domaine de détournement. Mais lorsque j'ai rencontré l'honorable Eliezer Tamboué, il m'a fait comprendre que Dieu a mis devant nous le mal et le bien, mais chacun de nous est libre de choisir qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut devenir. Si vous voulez devenir voleur, même si vous n'êtes pas politicien, vous pouvez le devenir. Si vous voulez devenir quelqu'un qui empoisonne les gens,
tuer un assassin, vous pouvez le faire même si vous êtes en dehors des cercles de la politique. Il m'a convaincu et nous sommes mis ensemble. Et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Je suis sorti député provincial grâce à ses efforts. Je pense qu'il ne regrette pas de m'avoir donné confiance, d'avoir placé confiance en moi. Et il est très bien représenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où nous sommes chargés de l'audition des ministres provinciaux, du gouverneur, du vice-gouverneur, ainsi que de tous les gestionnaires de la chose publique de la ville de Kinshasa, parce que, comme vous le savez, les moyens de contrôle sont nombreux, conformément à la loi. Il y a l'interpellation, la question orale avec le débat, la question écrite, mais également l'audition à commission. Et donc, si un gestionnaire de la ville de Kinshasa pose un acte qui ne se conforme pas à la loi, comme nous sommes une commission juridique, nous sommes appelés à régler cette question pour pouvoir les ramener sur les droits chemins, parce que nous voudrions que tout marche mieux pour que notre ville puisse se revêtir de sa nouvelle Europe. Voilà, parlons de la gestion de la ville de Kinshasa. Honorable Nicolas Wemakoy, lorsque vous essayez de porter une analyse par rapport à la manière dont la ville est gérée, vous êtes fier de dire que la ville est gérée par les patriotes. C'est vrai, lorsque j'ai toujours analysé la question de la gestion de la ville, j'ai toujours dit que la gestion de la ville, il faut voir la responsabilité à deux niveaux. Okay. Il y a d'une part la responsabilité des dirigeants et d'autre part la responsabilité de la population. C'est vrai, nous venons d'une session budgétaire de septembre. Le gouverneur Daniel Bumba-Lobak a soumis à l'Assemblée provinciale un projet de dit budgétaire de plus d'1 milliard de dollars pour construire la ville de Kinshasa, doter de la ville de Kinshasa des infrastructures de qualité. Et le projet de dit a été déclaré recevable, mais j'ai ouï dire au gouverneur de la ville de Kinshasa que le budget était irréaliste, mais il a estimé qu'il fallait avoir de grandes ambitions parce que la ville est tellement grande. Et le dit budgétaire a été promulgué par lui-même depuis le 1er janvier 2025. Nous sommes au moment de l'application. Nous voyons les chantiers un peu partout, mais c'est que nous leur demandons de fournir des efforts parce que la ville se trouve dans un trou où le gouverneur ne peut pas dormir, les ministres ne doivent pas dormir, tous les acteurs de la ville ne doivent pas dormir, ils doivent se battre pour que même après une année, qu'on puisse dire quelqu'un, au moins un patriote, a géré la ville. Mais ça, c'est la responsabilité des dirigeants. Mais pour la population, vous êtes sans ignorer que tous nos caniveaux sont bouchés. Vous êtes sans ignorer que la ville est trop sale, la ville a des embouteillages, la ville a de l'insécurité. Est-ce que vous pouvez m'affirmer ici que ceux qui salissent la ville, c'est le gouverneur? Je dirais non. Ce sont nos populations qui prennent des ordures, qui prennent des bouteilles en plastique pour jeter dans les caniveaux. Mais oui, la population peut dire qu'il n'y a pas d'endroit approprié pour jeter ces ordures. Je suis partiellement d'accord avec vous parce qu'il va falloir que le gouverneur puisse mettre dans chaque carrefour quand même un endroit approprié où la population va pouvoir jeter des ordures et un soir ou un matin, les autorités peuvent venir pour ramasser ça. Mais néanmoins, je voudrais qu'on prenne la rue comme une chose commune. Il faut prendre la rue comme votre propre maison. Je ne vous vois pas, comme vous êtes très bien habillé, vous êtes très propre, je ne vous vois pas dans votre chère maison prendre l'eau que vous avez nettoyée, les chanchards, vous allez jeter au salon, vous allez jeter dans votre chambre à coucher. Je ne vous vois pas faire ça. L'amour de la nation signifie il faut aimer votre maison comme vous pouvez aimer la rue. Un chauffeur qui aime sa ville
devrait conduire les véhicules selon les normes établies. C'est ça le civisme de la route. Si chacun devrait prendre le sens unique, vous avez l'embouteillage que ça va créer. Et donc, la responsabilité est partagée pour ma part. L'État doit faire sa part. Nous, ou vous qui êtes la population, parce que moi j'ai déjà traversé de l'autre côté, vous devez également faire votre part. Et si chacun fait sa part, je pense qu'on peut avoir une société moderne. Mais quelle politique est-ce que vous mettez en place pour essayer de propager cela à la population, une éducation par rapport à la salubrité, et puis quelle autre politique vous mettrez en place pour que les ordures soient évacuées le plus tôt possible? On ne va pas attendre 1 an pour l'évacuation des ordures. Je pense que la ville de Kinshasa est gérée par l'exécutif provincial. Lors de l'exécution de politiques publiques, il y a des phases à respecter. La première phase, avant que la décision ne soit prise, il faut sensibiliser la population pour que la population puisse adhérer au projet. Lorsque la population se trouve dans les projets du gouverneur, c'est à ce moment-là que la population peut s'intéresser à ce projet-là. On doit commencer par la sensibilisation. Lorsque la population adhère à ce projet, le gouverneur peut couler la décision en forme d'un arrêté. Lorsque ça sera promulgué, je pense qu'il n'y aura pas de résistance. C'est à nous, les leaders d'opinion, à nous, les dirigeants, de montrer les modèles pour aller de porte à porte. Il faut disponibiliser les moyens. Les moyens au chef du quartier, au chef de rue, au bourgmestre. La sensibilisation de proximité. Oui, parce que le développement commence à la base. Mais malheureusement, le système actuel que nous observons est que des fois les chefs de rue sont ignorés, les chefs de quartier sont ignorés, les bourgmestres sont ignorés, mais les pouvoirs se concentrent seulement au niveau de l'exécutif provincial. Ce que nous leur demandons, c'est de décentraliser la gestion. On doit faire des mobilisations, des sensibilisations au civisme pour permettre en fait que chacun de nous soit les surveillants de l'autre, pour que, une fois vous jetez des ordures, le voisin peut interpeller la police, on met la main sur vous. Nous circulons ailleurs, et à l'étranger, vous regardez la propriété, vous vous dites, ça ne valait pas la peine que le gouverneur puisse envoyer la police. En tout cas, chacun est policier pour l'autre, c'est justement pour l'intérêt de la ville. Et donc, c'est à nous de prendre les dispositions qui s'imposent pour que notre ville soit propre. Vous ne verrez jamais le gouverneur souvent tomber malade de typhoïde ou de malaria parce qu'ils y sont nantis, ils habitent dans les bons quartiers, dans les bonnes communes. C'est nous qui habitons, ou la population qui habite dans les coins reculés, qui va souffrir de la malaria, de l'érosion et des inondations. Et donc, prenons-nous en charge pour l'amélioration des conditions de notre ville. Voilà. Honorable Nicolas Ouemakoy, vous êtes élu de Kinshasa, dans la commune de Ngaliema. Lorsque vous essayez de faire une étude par rapport au comportement du Kinois, vous êtes fier de dire que le Kinois est patriote? D'abord, il faut commencer par définir le concept patriotisme. Le patriotisme est défini comme un dévouement qu'un individu a envers un pays qu'il considère comme sa patrie. C'était un dévouement qu'a un individu envers un pays qu'il considère comme sa patrie. Et la patrie, c'est un pays où vous êtes né, où vous avez un attachement particulier. Et donc, par rapport au comportement des Kinois, pour connaître qui est patriote, qui ne l'est pas, il ne faut pas attendre le moment de la fête. Il faut attendre les grands enjeux, il faut attendre les grands moments, il faut attendre les moments comme les nôtres. Lorsque Goma a été pris, moi je n'étais pas à Kinshasa, j'étais à Madrid, et puis la nouvelle nous est tombée dans l'avion lorsqu'on partait vers Paris. On était tous déçus, et lorsqu'on a vu dans les images les marches qui se sont suivies, les marches qui n'ont pas été
commandée ou commanditée par un leader d'opinion. C'était une marche spontanée pour démontrer les mécontentements de l'infiltration et de la mauvaise manière que la communauté internationale prend position contre le Congo. Ça montrait effectivement que les Quinois, ou certains Quinois, sinon la majorité, ont quand même le devoir là, le dévouement pour la patrie, le dévouement pour la nation. Mais ce qu'on a eu à dénoncer, peut-être les actes de sabotage, les actes de vandalisme contre les ambassades, contre les établissements privés, les supermarchés, ce n'est pas vraiment ce qu'on devrait chercher. Ce qu'on devrait chercher, c'est de manifester qu'on est contre la politique de l'Occident. Et donc, les Quinois actuels étaient patriotes parce que les Quinois est capable de barrer la route à l'ennemi contre sa patrie. Quel est votre point de vue ou quelle analyse est-ce que vous avez par rapport à la situation qui prévaut actuellement à l'est de notre pays, un groupe d'armées qui à la tête a un Congolais ou quelques Congolais en collaboration avec les troupes rwandaises? Ma lecture est que peu importe le problème qui peut avoir entre les Congolais, je ne pense pas que la prise d'armes serait la meilleure option. Dans une gouvernance démocratique, il peut se faire que les deux Congolais marchent sur l'autre. Il peut se faire que les régimes en place puissent violer les droits fondamentaux des uns ou des autres. Mais cela ne peut pas amener un patriote à prendre les armes contre ses frères. On a observé un carnage au niveau de Goma, où plus de 300 personnes ont perdu leur vie, où plus de 3000 personnes ont perdu leur vie, 3000 personnes sont blessées. Ce sont des chiffres toujours qui peuvent se modifier. Et c'est une mauvaise histoire qui se répète dans notre pays. C'est depuis la nuit des temps que nous observons ce comportement répétitif. Je dois que le moment nous est donné pour mettre fin à ça. Je suis analyste de conflits parce que j'ai une maîtrise en criminologie. Je suis spécialiste en gestion de paix et de conflits. Il faut retenir que les conflits, c'est quelque chose de permanent. Tel que vous êtes là, vous pouvez être en conflit avec vous-même. Vous vous réveillez, vous ne savez pas quel est l'habit que vous allez mettre, et vous êtes en conflit avec vous-même. On peut être en conflit avec son épouse, on peut être en conflit avec tout le monde, mais c'est la manière de gérer les conflits ou de les prévenir qui est essentielle. Dans la situation que nous avons, la première des choses devrait être d'analyser les acteurs au conflit. Les acteurs peuvent être primaires, secondaires ou tertiaires. Et donc, j'ai vu récemment, je crois aujourd'hui, nos pères catholiques, même si je ne suis pas catholique, sont arrivés aujourd'hui à Goma pour discuter avec Corneille Nangaa et d'autres personnes qui ont pris les armes. Et c'est déjà arrivé. Les gens sont tués, les gens sont enterrés en masse. Et ce qu'il faut faire pour le moment, c'est d'ouvrir toutes les portes, les fronts diplomatiques, les fronts militaires, les fronts des négociations, si c'est possible, pour que nos frères et sœurs de l'Est retrouvent quand même la paix. Lorsque moi je dors chez moi, je démarre mon véhicule, j'ai toujours pensé, je me dis, mais nous on est un peu à l'aise ici. Et qu'en est-il de nos frères qui ne savent pas aller à l'église, qui ne savent pas aller au champ librement, qui ne savent pas étudier, qui ont des frères à la morgue, des sœurs à la morgue, mais ils ne savent même pas faire les deuils parce qu'ils doivent se sécuriser. Ça me fait de la peine, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? La guerre nous a été imposée par le Rwanda,
qui en réalité est commissionnaire. La guerre vient d'ailleurs. Rwanda n'est qu'un trafiquant qu'on a donné la mission de pouvoir nous humilier, mais c'est assez. C'est le moment pour nous de prendre notre destin à main, réorganiser notre armée, parce que, dit-on, qui veut la paix, prépare la guerre. Si oui, paquet parabellum, comme vient de le dire l'honorable Nicolas Wemakoy, mais nous allons profiter de votre expertise en criminologie pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui est exactement à la base du conflit entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Réponse d'un patriote. Merci beaucoup. D'emblée, comme scientifique, je ne peux pas vous donner une réponse avant de faire une recherche. Mais comme politique, à partir de l'histoire du Congo, il a été démontré que notre pays est convoité. Il y a une sorte de néocolonialisme. On a été colonisé. Ceux qui nous ont colonisés estiment que le moment n'était pas venu pour quitter le Congo. Parce que les jus étaient tellement bons que les quitter à ce moment, ça allait casser les appétits. Ils sont partis malgré eux, mais ils se sont dit, on peut utiliser une autre forme de colonisation, ce qu'on appelle le néocolonialisme, pour pouvoir utiliser les Africains contre leurs propres frères. Les propres frères. C'est comme ça que Rwanda a accepté de jouer ce rôle de l'ennemi pour que Rwanda puisse commencer à voler nos minéraux à travers la guerre pour amener ces minéraux auprès des Européens qui en ont besoin. Mais la question que je me suis toujours posée, le chef de l'État l'a déjà dit, c'est que vous volez à partir du Rwanda, venez ici au Congo, nous allons vous offrir ça. Négocier. À moindre prix, nous négocions dans un partenariat gagnant-gagnant. Vous construisez des routes, nous vous donnons des minéraux. Vous nous donnez des armes, nous vous donnons des minéraux, au lieu de passer par le Rwanda pour pouvoir nous donner une lourde peine. En bref, la guerre du Congo n'est pas une guerre politique. La guerre du Congo n'est pas une guerre ethnique, comme prétendent les autres. La guerre du Congo, c'est une guerre économique. Le Congo est victime de ses propres richesses que Dieu nous a données, mais je pense que c'est lui qui nous a donné cette provision de richesses, va encore nous donner une vision pour pouvoir les gérer. C'est aux dirigeants que nous sommes de voir dans quelle mesure nous pouvons sécuriser nos sols et nos sous-sols avec des stratégies militaires, des stratégies patriotiques pour amener ce Congo au rendez-vous au plateau du monde. L'honorable Nicolas Wemakoy est patriote ou nationaliste? Je pense qu'il n'y a pas assez de différence entre un patriote et un nationaliste. Le patriote, comme je l'ai dit, c'est un citoyen qui a un dévouement envers un pays qu'il estime être sa patrie. Moi, je suis congolais, de père et de mère. Je suis précisément du centre. J'appartiens à une tribu dont l'incertitude ne plane pas. Et donc, je suis un vrai patriote. Je ne vois pas ce que je peux perdre ou ce que je pourrais gagner en abandonnant le Congo ou en trahissant le Congo. Et donc, je suis à la fois patriote et nationaliste, parce que les nationalistes ou le nationalisme renvoie plus à la nationalité. Et moi, vous savez que chez nous, la nationalité congolaise est une et exclusive. Et je n'ai pas besoin ou je n'ai pas intérêt peut-être d'aller prendre une autre nationalité pour perdre automatiquement la meilleure nationalité du monde, ou même les Chinois, les Indo-Pakistanais ont toujours juré d'être congolais. Et même que le Rwandais revendique. Oui, et pour votre gouverneur, au Canada
aux États-Unis, ceux qui sont considérés comme des exilés, les demandeurs d'asile au Canada et aux États-Unis, sont plus des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens qui se présentent comme des Congolais de la RDC ayant fui la guerre à l'est du pays. Ils sont venus au Canada, aux États-Unis pour chercher l'asile. Et donc, les Congos, ils se servent du Congo comme un pays de guerre qui peut pratiquement refouler un certain nombre de populations qui va alors demander l'asile ailleurs. Mais lorsque la demande d'asile leur est accordée, chacun rentre dans son pays d'origine pour pouvoir, avec sa carte de réfugié, il peut circuler dans tous les pays du monde. Et encore que lorsque vous avez votre carte d'asile, vous ne pouvez pas arriver à votre pays d'origine, c'est-à-dire le Congo, que vous avez falsifié pour obtenir l'asile aux États-Unis ou ailleurs. Et donc, la guerre qui nous est imposée a plusieurs stratégies. Il faut mettre le désordre au Congo, il faut mettre la guerre au Congo pour justifier peut-être plusieurs demandes d'asile. Voilà les tendances et les problèmes que notre pays a, les problèmes d'abord internes, et parce que sans la complicité interne, le Rwanda ne peut jamais arriver à Goma, le Rwanda ne peut jamais prendre un seul territoire. Le Rwanda s'essaie de nos compatriotes pour pouvoir atteindre leurs objectifs. C'est triste, mais que faire? On nous signale qu'il ne nous reste que 5 minutes pour clore cette émission. Si vous avez un message fort, un message patriotique à lancer à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup aux Quinoises, aux Quinois. L'heure est grave. Nous devons être vigilants parce que l'ennemi peut utiliser n'importe qui. À nos voyants militaires, nous vous félicitons, nous vous encourageons. Aux députés provinciaux de la ville de Kinshasa, ne dormons pas, soutenons nos FRDC. À notre bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, de promouvoir les initiatives, des collectes de fonds pour que nous, les élus, puissions venir en aide à nos FRDC et aux victimes des atrocités causées par l'ennemi, au chef de l'État, commandant suprême, de savoir qu'il n'est pas seul. Nous sommes derrière vous, nous allons vous encourager. Vous êtes un vrai patriote, vous avez dit non à l'ennemi et vous vous êtes montré ferme. Et c'est par vous que le Rwanda est doigté par le monde entier comme le pays agresseur et que le M23 est déclaré par le monde entier comme un mouvement terroriste. Je ne pouvais pas terminer mon propos sans féliciter la très grande dame, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, qui veut au moins démarquer un grand pas dans la diplomatie congolaise. Nous la félicitons et nous encourageons ses efforts de pouvoir ouvrir tous les fronts diplomatiques, les fronts militaires, pour que la paix règne dans toute l'étendue de notre pays, non seulement à l'Est, mais également au niveau de Maïndombe où les Mobondo sont hantés de ravager nos frères et sœurs. D'accord, vous allez comprendre que l'éducation est la mère qui engendre en elle plusieurs fils notamment, ou plusieurs enfants notamment, la politique. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vous retrouve prochainement pour un autre nouveau numéro de cette émission aujourd'hui et demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite au programme sur la RT Éduc, la chaîne de l'éducation.